Mike, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui chez toi pour le premier épisode autour d'un café spécial lifestyle. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un petit flashback sur ta carrière d'entrepreneur. Donc si tu veux bien, est-ce que tu pourrais revenir sur la manière dont tu as créé Maison Moderne et ce qui t'a fait arriver où tu en es aujourd'hui? J'ai créé Maison Moderne il y a près de 30 ans et déjà à l'époque j'avais une dizaine d'années d'expérience en édition depuis le temps du lycée. J'avais toujours la passion d'éditer et de faire des magazines et de distribuer et même de les lier à de l'événementiel en fait depuis le début. Et Maison Moderne depuis 30 ans, aujourd'hui c'est surtout en premier lieu Paper Jam qui est connu, Delano en anglais et un business club qui tourne bien avec beaucoup d'événements. On est 140 personnes, on fonctionne surtout au Luxembourg mais aussi avec une audience au niveau Europe et clientèle aussi sur la Belgique, Paris et Suisse. Est-ce que tu t'imaginais arriver à ce niveau on va dire, d'entreprise quand tu as lancé, quand tu as eu l'idée de lancer justement cette aventure? Je dirais contrairement à des jeunes qui se lancent aujourd'hui, qui ont des business plans et qui ont une stratégie et tout ça, franchement je me suis lancé par pure passion en vivant au début de mois à mois sans planning et sans attente particulière, avec juste l'envie de faire un magazine meilleur le mois d'après. Donc il n'y avait absolument rien prévu, je n'avais jamais imaginé qu'on allait avoir 20 collaborateurs ou certainement pas une centaine et pas plus, mais bon, le temps aidant, on y arrive et ce n'est pas une finalité en soi, c'est juste qu'avec un certain nombre de collaborateurs, on fait des projets, on peut en faire beaucoup, on peut faire de la qualité, c'est vraiment très chouette d'avoir un outil avec autant de staff qui tourne bien. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu le déclic, l'idée justement de créer ce projet? À 15 ans au lycée, j'ai remarqué que le seul journal qui existait à l'école était celui qui était édité par les curés et ça ne me plaisait pas d'avoir une seule voix à l'époque, évidemment forcément très conservateur. Et avec des copains, on a lancé une fanzine pour dire ça c'est la voix des étudiants, c'est la voix de la génération à laquelle on s'adresse finalement, donc c'est mieux fait par nous-mêmes que de faire ça par des personnes qui ont une idéologie qui ne nous convenait pas. Et donc c'était une grande motivation d'avoir l'envie et de le faire et de voir distribuer dès le départ des centaines d'exemplaires et après des milliers, et c'était franchement un grand succès. Et ça donne vraiment envie d'entreprendre parce qu'on a c'est du très tangible, on le voit à une échéance assez courte. De l'idée au premier numéro, il faut peut-être quelques mois, il y a quelque chose en main, c'est extraordinaire. C'est une belle récompense pour un jeune qui fait quelque chose. À quel moment tu as compris que le projet prenait une ampleur complètement différente? À 18 ans, j'ai compris, après avoir édité différents magazines depuis 3 ans, que je commençais à avoir de la clientèle, je commençais à avoir des collaborateurs qui écrivaient, on vendait déjà de la pub, on avait des recettes, on commençait à imprimer en quelques milliers d'exemplaires déjà à l'époque, c'était un grand nombre. Et je n'avais plus le temps de suivre les cours normalement sans que ça m'empêche d'avancer du côté magazine. Donc j'ai décidé d'arrêter les cours et de me consacrer 100% à l'édition. C'est peut-être pas un conseil à donner à tout le monde pour suivre. Chez moi ça a marché, mais ça a pris du temps à bien apprendre le métier sur le tas après. Est-ce qu'à un moment de l'aventure, tu as eu des doutes? Il y a tout le temps des doutes parce que la réussite, c'est pas linéaire, donc c'est plutôt en zigzag et il y a vraiment beaucoup de moments très difficiles d'un point de vue matériel, d'un point de vue, c'est sûr, il y a des peurs, des angoisses, il y a des réussites, il y a tout le temps, il y a des rencontres, c'est fascinant, je recommande à tout le monde de le faire, mais il ne faut pas être trop fragile non plus. Tu dis que tu arrêtes tes études à 18 ans, c'est tôt. Qu'est-ce qui te donne le courage de le faire? Et est-ce qu'à ce moment-là, tu l'as fait parce que tu croyais vraiment à 100% en ton projet? J'avais toujours l'esprit indépendant, donc je me suis dit, là je commençais à avoir du succès, les gens ils aimaient ce que je faisais. J'ai dit, si je ne le fais pas maintenant, si j'attends quoi en fait? Donc là j'ai un public, j'ai des clients, j'ai un réseau de collaborateurs. Le choix, c'était d'attendre 4-5 ans. Ça, non, il n'y avait pas le temps pour ça. À ce niveau d'entrepreneuriat, je pense qu'on peut dire que vie professionnelle et vie privée ne sont pas séparées. C'est un ensemble. Et je me demandais comment tu gérais ça au quotidien. En fait, la vie privée, elle influence énormément sur le travail dans le sens que la consommation de la culture, de l'art, ce qui est une forme d'influence forcément
a un impact sur le travail, puisqu'on est dans des médias très visuels, il faut une culture visuelle, et donc c'est sûr que ça se mélange. Et de l'autre côté, en vie privée, on entend des choses qui sont des informations utiles sur lesquelles on peut écrire, donc ça se mélange. Et je vois ça plutôt comme une chance de pouvoir de pas avoir besoin de dire là j'arrête de travailler et j'enlève mon bleu de travail et je suis libre. Non, je suis libre toute la journée. Est-ce que tu pourrais nous parler des choses qui influencent tes choix professionnels? Les influences, c'est très varié. C'est forcément les voyages et les visites de lieux culturels, d'expositions, mais aussi, c'est aussi les magazines qu'on voit ailleurs. Dans mon métier, c'est forcément, on consomme les médias quand on voyage et on voit ce qui se fait partout dans le monde. Et c'est une belle inspiration parce qu'il y a les grands médias, il y a les médias indépendants et on voit ce qui se fait dans d'autres cultures et c'est franchement inspirant, c'est extraordinaire. Tu as parlé d'inspiration durant tes voyages. Est-ce que justement tu pourrais nous parler un peu plus des voyages et des découvertes que tu as pu faire? Parlant de voyage et parlant café, alors on commence par un café et avec on plaisir, enchaîne. avec plaisir. Quel regard tu jettes sur l'empreinte que tu laisses dans le monde de l'édition? Disons que Maison Moderne, quand on a commencé, on avait un regard important sur la photographie et sur le design, et qu'au Luxembourg, à l'époque, les médias ne s'y intéressaient pas vraiment. Il y avait peu de médias qui ont soigné cet aspect-là de l'édition, et c'était toujours un signe distinctif pour nous, qui était lié à une passion que j'avais en effet pour ce qui était la direction artistique, la typographie, la photographie, etc. Et c'est vrai que ça n'empêche pas d'avoir un bon journalisme, mais c'est aussi bien d'avoir un bon journalisme qui est accompagné d'une forme qui est très contemporaine et qui change la donne. Et je pense que depuis, ça a largement influencé ce qui se fait dans le pays, c'est clair. Tu parles du design, de la passion pour la typographie, la photographie. Je crois savoir que tu as une autre passion également, la mode. La mode, oui, j'aime bien observer la mode, j'aime bien les créateurs, surtout à un stade, je dirais, jeune de leur carrière. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de défilés des écoles, notamment que ce soit à Bruxelles ou à Anvers, où on voit une scène très très forte et qui crée des talents qui sont ensuite récupérés un peu partout. Et je me rappelle les années où on sortait encore le magazine Nico, on avait un magazine qui était fait entièrement à la main, sans ordi, et donc on avait une cover qu'on voulait shooter qui était une photo où le logo était mis en lettres 3D à la main sur la photo. Et donc avec un ami et photographe, Andrés Lejona, on s'était retrouvés en backstage du défilé de la Cambre. C'est les défilés marathon qui durent 3h30 avec 500 mannequins. Et on était en backstage où, entre les deux sorties de scène, et en temps réel, on devait choisir ce qu'on voulait photographier. On a photographié peut-être une centaine. Et il fallait surtout choisir en temps réel ce qu'on pensait qui était la meilleure collection de l'année et proposer à ce styliste-là, avec ses mannequins, de poser vite fait en 20 secondes pour jeter la couverture avec les logos qui venaient, avec la main qui rentrait et qui ramenait le logo. Et à ce moment-là, il y avait un étudiant qui est venu, qui avait une collection extraordinaire, et c'était Anthony Vaccarello, qui était évidemment le meilleur étudiant pour moi de l'année. Et peu après, Karl Lagerfeld le découvre, il devient directeur chez Fendi et lance sa collection à son propre nom. Et à 40 ans, il devient créatif directeur de Saint-Laurent. Et c'est une des plus grandes stars de la mode aujourd'hui. Et c'est des choses où on peut rencontrer des gens au bon moment. Et on voit chez les plus talentueux, très très jeunes, qui font partie des meilleurs en fait. Ça se voit tout de suite. Et je trouve cette partie-là de la mode, quand il n'y a pas de pression commerciale, on voit la force du travail. Et Vaccarello, il est resté fidèle à lui-même et il a augmenté le chiffre d'affaires de Saint-Laurent de façon spectaculaire, en étant lui-même justement. Je crois que tu en parles avec beaucoup de passion. T'as pas pensé à un moment rester dans cet univers de la mode? On ne peut pas tout faire. J'ai produit pas mal de défilés. Donc j'étais dans la mode, mais pas dans le domaine de la création de mode. J'ai toujours invité des créateurs de différentes écoles européennes à venir à Luxembourg présenter leur collection. Ça m'a fasciné aussi de ramener des choses qui n'étaient pas dans le pays. Mais il faut savoir, moi j'aime bien être derrière la scène, faire, publier, produire et j'ai pas le devant de la scène. Tu as donné un exemple avec Anthony Vaccarello. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré ou marqué
au cours de ta carrière? Le métier d'éditeur dans les médias, c'est la plus belle chose qu'on a, c'est les rencontres, parce qu'il y en a énormément, on rencontre des gens très très variés. Donc c'est sûr que dans la durée, c'est énormément de gens, c'est des centaines de gens au Luxembourg et ailleurs qui à leur façon influencent. Et je citerai peut-être Pierre Brahms qui nous a quittés il y a peu de temps et qui était un entrepreneur luxembourgeois, mais surtout aussi un mécène qui a beaucoup soutenu la jeune création, la jeune scène créative et qui avait en fait, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, il y a une bonne vingtaine d'années, ou il y a une trentaine d'années déjà à Luxembourg, il avait les grands magasins à Maison Moderne, justement en Grand Rue, un concept store sur quelques étages. Et il était un de mes premiers clients quand j'avais 18 ans pour me soutenir. Il m'a soutenu, encouragé, etc., comme il a fait avec plein de gens en fait. Et c'est quelqu'un qui est, de par son côté très air du temps, très généreux, humble, intelligent, en fait ça donne vraiment, je dirais peut-être pas un mentor, mais quelque part c'est quand même, c'est un peu ça, c'est en tout cas une vraie inspiration de dire ben ça, la façon comme il fait les choses, on peut apprendre beaucoup de la personne, c'est sûr. Tu parles également beaucoup de photographie. J'ai regardé un peu ton compte Instagram. On voit aussi une forte présence de photographie, mais de Luxembourg. On sent que tu es attaché à Luxembourg, à la ville, mais au pays. Qu'est-ce qui, après avoir fait autant, on va dire, de voyages, autant de découvertes, fait que tu restes attaché à ce point-là, à ce pays? Luxembourg, c'est une terre d'accueil extraordinaire pour entrepreneurs. Je pense qu'il y a tout qui est possible. On est dans un pays qui est en fait une capitale avec un peu de terre autour. En fait, c'est un pays capital et tout est possible parce qu'on laisse la chance à des gens à faire des choses. C'est un pays prospère, ça aide aussi. Donc c'est à la fois un pays qui est beau à voir, j'adore la ville. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de gens qui rentrent tout le temps, il y a tout le temps un nouveau influx de personnes. Donc les rencontres sont tout le temps renouvelées, c'est très chouette. On peut faire plein de choses ici et puis il fait bien de partir aussi, donc il faut combiner les deux. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous raconter sur une de tes aventures en début de carrière, par exemple? Ben, si je parlais de Pierre Brahms et Maison Moderne comme un de mes premiers annonceurs, qui était l'annonceur, on va dire, branché de la ville, il y avait aussi, si on veut parler Bill, il y avait aussi la Bill comme annonceur dans mes premiers magazines et c'était pour quand on a 18 ans et qu'on a le magasin le plus branché d'un côté et on a une des plus grandes banques de l'autre côté comme annonceur. C'est comme un espèce de cachet de qualité qu'on a, de reconnaissance publique. Et donc c'est vrai que c'est très important. À l'époque, la Bill avait un programme orienté adolescent et c'était extraordinaire d'avoir, avant même d'avoir un numéro TVA, d'avoir une banque comme client. C'est franchement pas mal. Et c'était en quelle année? 88, pardon. 88? T'as gardé un exemplaire? Bien sûr, je vais te le montrer. Ah, avec plaisir. Tu dois le trouver. Alors Mike, j'aurai encore 1 million de questions à te poser. Malheureusement, le temps va nous manquer, donc je te propose des questions-réponses rapides. Quel artiste ou créateur t'a le plus inspiré? Je devrais dire Andy Warhol, même si c'est pas très original. On connaît ses peintures, ses dessins, ses photos, ses films. Il était producteur de musique et finalement il était aussi éditeur de magazines. Il a fait Interview en 69, donc un des premiers magazines indépendants. Donc c'est un artiste et c'est un entrepreneur, c'est forcément une belle inspiration. Le dernier musée que tu as visité? Localement, le Casino Luxembourg pour la nouvelle exposition. Donc c'est très local. Le dernier livre que tu as lu? Snow Crash, en fait, qui est un vintage science fiction. C'est le roman où on a inventé le terme du metaverse, en fait. Ton dernier coup de cœur créatif? Si je pense à un lieu, c'est la création de la Kunsthalle à Esch, dans le cadre de Esch 22. Je me rappelle l'exposition d'ouverture Gregor Schneider qui était flippante. C'est un lieu qui fonctionne avec peu de moyens et avec beaucoup d'efficacité quelque part. Et c'est une belle fraîcheur pour la scène culturelle luxembourgeoise. Tu parles de culture, le dernier concert? Je me rappelle très bien du concert de C. Karma, une singer-songwriter luxembourgeoise, à la fois très sensible, fragile et très forte sur scène. Donc c'était un concert assez marquant. Ta dernière expérience gastronomique? C'est le restaurant Osé, avec un jeune chef qui ose vraiment et qui, pour un dîner privé, m'a fait un menu gastronomique en végétarien, en seul végétarien du groupe, et donc il a vraiment assumé. Franchement, à découvrir. Tu as un très bel appartement avec beaucoup d'éléments créatifs, une belle bibliothèque. On déclare le feu dans ton appartement. Tu
tu as 20 secondes, tu peux sauver 3 objets. Lesquels tu décides de prendre? Je prendrais déjà des choses légères, pas de grande peinture. Franchement, quand on collectionne, ça devient presque quelque chose de pénible. Donc je suis avec l'âge en train de me libérer des objets et je veux me défaire d'un maximum de choses. Donc je dirais presque que je pars sans rien, puisque finalement c'est la plus grande liberté, de ne pas tenir forcément. Bon, après j'ai quelques éditions vintage où ce serait quand même vraiment dommage qu'elles passent au feu, c'est sûr. Alors tu prends rien, mais qu'est-ce que tu regretteras le plus? Je pense à un catalogue de l'époque d'Helmut Newton, qui est une édition petit tirage de la galerie, où c'est très précieux, il y en a peu qui restent, donc c'est des choses comme ça, où on sait qu'on tient un exemplaire qui est rare, et c'est pas un livre que d'autres gens ils auront en masse, donc c'est plutôt dans le sens patrimonial de le sauver pour l'humanité quelque part. Quels sont un peu les projets d'avenir que tu as sur un plan professionnel, sur un plan privé? Alors les projets d'avenir, on est toujours dans l'entrepreneur, on regarde toujours vers l'avant, donc on planifie l'année à venir, les 3 ans à venir. Et chez Maisons Modernes, on est dans une phase où on souhaite faire à la limite un peu moins mais mieux. Donc on n'est pas dans le lancement de grands projets, on n'est pas dans le moment où on lance des nouvelles marques et on a besoin de ramener peut-être un peu plus de sens, un peu plus de qualité et d'avoir un focus là-dessus. Alors c'est pas très spectaculaire, mais la différence elle se verra beaucoup après. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour nous expliquer un petit peu, pour faire partager cet art de vivre. Et en tout cas, c'était très agréable pour moi. Merci.